Depuis que j'ai vu le jour, les gens me complimentent. En fait, ma vie est un accomplissement et je vais vous faire une confidence, je suis un génie. Et mon destin est plus imprévisible qu'une balle rebondissante. Les profs disaient que j'étais inventif en tout. Un corps d'athlète avec des sentiments doux. Je sens bien que ma présence rassure les gens qui m'entourent. Mais je ne pourrai pas être là pour tous les terriens. Je dois m'occuper des miens. Les miens savent que personne ne brille comme moi. Les autres pleurent lorsqu'il faut me dire au revoir. J'ai l'air d'être un vaurien, je crois. Il est impossible pour l'homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Alors oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'ego. On vous en parle aujourd'hui. Comment ça va, Manuel, Romain ? Quelle belle introduction. Ça va et vous les gars ? Ça va Manuel ? Ça va très bien, merci. J'aime bien ce sujet, déjà parce que j'aime beaucoup ce son. Je suis content de l'avoir mis en introduction d'un podcast. C'est vrai, moi et aussi. Ça me parle bien, l'ego. C'est vrai. Et puis c'est très complexe parce que j'ai l'impression que ça touche tout le monde à n'importe quel âge. Bah tout le monde a un ego. Oui. C'est ce qui fait qu'on a aussi un caractère, non ? Ça fait partie du caractère. Complètement. C'est quoi l'ego ? Alors l'ego, selon la C'est définition... un jeu pour les enfants. J'étais obligé de la faire à un moment ou à un autre. Il fallait la faire. Maintenant c'est évacué, on peut passer aux choses sérieuses. Selon la définition, l'ego désigne le moi. C'est la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Je suis d'accord avec cette définition. C'est une définition très freudienne, Ouais, très psychanalyse, ouais. qui à mon sens est juste, mais mérite d'être éclairée par d'autres définitions peut-être. Ouais, je crois. Voilà. Moi, ma définition de l'ego, c'est le degré de la façon dont on se la... le degré de la façon dont on se la pète. Dont on se la raconte. Oui, en général, on représente l'ego comme un truc négatif, qui est, lui, il est égocentrique, en fait, il pense qu'à lui. Ouais. C'est comme ça qu'on se représente l'ego, mais faut pas non plus trop le diaboliser, c'est un truc dont on a besoin, simplement le restreindre peut-être un petit peu pour avoir une version honnête de sa propre personne. La linguistique ne ment jamais. On dit égocentrique ou égoïste. Mmh. À chaque fois, c'est autour de l'ego. Qu'est-ce qu'un égoïste ? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. J'adore cette blague. En fait, t'es Laurent Baffy dans ce podcast. C'est un compliment, merci. Ah oui. En tout cas, si les gens retrouvent ce podcast, nous retrouvent pour la première fois en podcast, on parle de développement personnel, de business, de philosophie de vie. Qu'est-ce qui te prend d'un coup ? J'avais envie, parce que je fais le pitch du podcast parce que... Depuis quand on sait ce qu'on fait dans ce podcast ? Ouais, j'en sais rien, mais j'avais envie de le définir. Vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous contacter au 07 82 33 33. Voilà, c'est le moment de suivre ce podcast. Vous êtes beaucoup à l'écouter juste parce que vous voyez à chaque fois sur les réseaux sociaux le lien, mais peu s'abonnent et pourtant c'est gratos sur Spotify ou les autres. Peu s'abonne, il en veut toujours plus. Attends, il fait un ego trip, vas-y. Voilà. Vas-y, on te laisse faire ton ego trip, vas-y. Non, il faut s'abonner et surtout si vous mettez une review, il faut vraiment dire qu'on est très content de retrouver Romain et les autres dans Take Out. Voilà. Ça, c'est un ego trip. Qu'est-ce qu'un ego trip ? C'est un truc qui est très utilisé par les rappeurs. C'est une scène dans laquelle on se la pète un peu et on s'encense. C'est mignon comme expression. On s'encense ? On s'encense. T'aimes bien ? Ouais, je trouve ça mignon. Tant que tu la détournes pas, ça me va. J'en perdrais le sens. Oui. Bon, bref, c'est une discussion de salon de vieille ivrogne autour du comptoir. Finalement, bienvenue dans Take Out. Ce qui est intéressant dans l'ego, c'est qu'il a plein de façons de s'exprimer, je trouve. Donc tout le monde est doté d'un ego. On peut l'appeler de plein de façons différentes. Léo rappelait la définition très psychanalytique, c'est grosso modo la conscience de ton moi, en fait. Mais après, tout le monde ne fait pas la même chose avec cet ego. Il y a des gens qui ont de l'ego, qui sont très conscients de qui ils sont, de ce qu'ils valent, etc. Mais qui n'ont absolument pas besoin de l'exprimer, de le faire peser sur les autres, qui gèrent leur ego très bien. En fait. Il y en a d'autres qui ont besoin qui sont des exhibitionnistes de l'ego, voire des nudistes de l'ego, et qui ont absolument besoin de le montrer à tout le monde, et ça les rend fiers, je pense. Pourquoi tu me regardes ? Non, je vous regarde. Ouais, d'accord, ok. C'est la considération de soi. Je pense que c'est aussi le fait de se rassurer. Plus on a d'ego, plus on a besoin de se rassurer d'être adoubé par les autres. Ouais, mais tout ça est très paradoxal. C'est-à-dire que tu peux parfaitement être conscient de qui tu es sans avoir besoin absolument de la validation sociale de tout le monde. Il y a des gens pour lesquels ça devient absolument maladif. Ouais. Il suffit de les observer en soirée. C'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, il y a des gens, tu sais... exactement qui ils sont, ce qu'ils ont fait dans leur vie, combien de frères et sœurs ils ont, quelles ont été les anecdotes marquantes de leur vie, etc. Alors que tu ne leur as absolument rien demandé. Et puis il y a des gens dont tu n'as pas trop entendu parler dans la soirée,
où le peu de conversations que tu as eu avec eux étaient intéressants et qui n'ont pas eu besoin de te raconter la moitié de leur vie. Mais l'ego, c'est aussi un moyen d'effectivement de se rassurer soi-même, de se protéger un petit peu. Moi, je sais que je montre beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. je montre beaucoup de choses et principalement plutôt dans ma jeunesse, on va dire, parce que j'avais très peu confiance en moi, et du coup le fait de l'extérioriser et de me faire ce boost d'ego extérieur, ça me permettait d'acquérir une certaine forme de confiance, au moins vis-à-vis des autres. Mais Léo, je trouve que tu le joues plutôt bien, puisque parfois on sait pas trop si t'es dans le personnage justement de Léo Duff, qui est très content de ses vidéos, qui va travailler une vidéo pour que pendant les 10 prochaines décennies, elle soit prise de la même manière. Les 10 prochaines décennies. Ouais, c'est énorme. C'était joli, ça. Fait beaucoup. Ça fait 100 ans du coup. C'est toute ma vie. Et d'un autre côté, on a l'impression, et on sait que t'y crois un petit peu. On sait que quand tu taffes sur une vidéo, t'es fier de ta vidéo et que tu penses quand même avoir ciblé juste. Mais j'y crois totalement que ma prochaine vidéo sera exceptionnelle. Après, si c'est pas le cas, je vais me le dire, je vais me l'avouer à moi-même, je vais dire, j'ai pas assez travaillé. Mais si j'y crois pas, ça sert à rien que je la fasse. Donc toi, tu pars du principe que il faut avoir de l'ego pour avancer dans ces projets. Sinon, c'est en tout cas comme ça que moi je fonctionne. Je sais que si j'y crois pas à 100%, ça sert à rien que je le fasse. Et après, si j'y crois encore, c'est que ça m'arrive souvent de faire des trucs que je trouve exceptionnels. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais moi ça veut dire que je suis fier de ce que j'ai fait, donc forcément j'y crois. Donc on n'est pas honnête avec soi-même si on démarre un projet et qu'on se dit peut-être ça marchera pas, je pense pas être le meilleur dans ce domaine, d'autres le font, etc. Pour toi c'est... La question qu'on devrait se poser, c'est de se dire est-ce qu'il faut de l'ego ou pas. La réponse elle est évidente, je pense qu'on est tous d'accord pour dire sinon oui. Vous êtes un légume, donc voilà. Mais après la question c'est comment tu le doses et comment tu l'exprimes. C'est qu'une question de dosage. Si tu le doses mal et si tu l'exprimes mal, genre moi à 16 ans quoi, ça devient insupportable. Nous tous à 16 ans je pense. Ah putain mec. Oh attends, moi pas. La vie était en arrêt. Voilà. La représentation que Manuel a lui-même. Alors c'est intéressant parce que pour opposer à la définition psychanalytique de l'ego, il y a une définition plus philosophique. Bon, tu vois, il y a plein de gens qui travaillent sur ces notions-là. Et il se trouve que moi, c'est un philosophe que j'aime bien qui s'appelle André Comte-Sponville et qui dit l'ego, c'est moins ce que je suis que ce que je crois être. Ouais. Donc, quand tu dis, par exemple, je me connais, l'ego, c'est pas je, c'est me. Ou je me sens triste, ton ego, c'est pas je, c'est me. Ouais. En fait, c'est la conscience de toi. C'est ce que tu crois être ou ce que tu crois ressentir. Et après, si tu travailles un peu et que tu tries au milieu de ce plat de spaghettis, tu te rends compte que y a plein d'explications, plein de mécanismes et que ce que tu crois être est relié aussi à la conception de toi ou à certaines de tes peurs. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont un énorme ego parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de ne pas exister. Et ils ont énormément besoin d'être, comme on dit aujourd'hui, validés par les autres pour arriver à vivre. Et ça devient maladif. Ça peut être uniquement en surface. Exactement. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, il y a une peur enfouie derrière ça. Ouais. Et la vraie façon d'adresser cette question, c'est pas de dire comment on lui fait dégonfler son ego. La vraie question, si on veut vraiment le soulager, c'est comment on adresse sa peur. Comme Romain, sa peur d'être abandonné. T'as peur d'être abandonné ? Par qui ? Par quoi ? Par tout le monde. Pourquoi ? Par tous les gens qui dans ton environnement. Ça balance d'un coup là. Attends, il est choqué. Alors pour dire aux gens qui nous écoutent, à chaque fois qu'on le voit pas pendant 24 heures, il nous fait un bisou, il nous dit tu m'as manqué. C'est vrai que j'ai un cercle tout petit. Bah, mais ça c'est autre chose. Ça on n'en est pas là. Non, mais j'ai un manque assez rapide des gens avec qui je travaille, quoi. C'est pas ça l'expression, Léo. L'expression, c'est vous m'avez manqué les loulous. Vous m'avez manqué les loulous, oui. Oui, ça c'est plus récent. Non mais vas-y, continue Manuel. Expose ma psychanalyse. Allez-y les gars. Changez de place, allonge-toi sur le canapé. Non mais je pense, pour remettre les choses, je pense être le bon cas pratique à traiter, parce que c'est vrai que quand j'ai rencontré Manuel, je disais plus que ce que je ne faisais. Ça c'est une réalité. Alors que maintenant, pas du tout. Bah non, je suis moins d'accord maintenant. Non, honnêtement, je suis moins d'accord maintenant. Peut-être moins, mais t'as amélioré. T'as toujours un trouble de la personnalité. Ah ça non, moins qu'avant. Oui, ça, mais après certain. les gars, j'ai 25 balais.
c'est une évidence, j'en ai pas 40, j'ai un manque d'expérience encore, c'est normal. Je pense qu'on peut parler du ta gueule? Ah oui, parlons du ta gueule, s'il te plaît, parlons du ta gueule. Mais raconte-le toi. Hein. Je le raconte. Romain, parfois, mais en général, c'est vraiment, ça se passe dans notre cercle privé, je le vois pas trop ailleurs. Pourquoi vous racontez ça? Donc c'est vraiment dans ton cercle familial, en fait, des fois tu fais des dingueries qui me tuent à chaque fois. Tu te souviens du ta gueule? Non. Romain me raconte un meeting qu'il a eu en présence de Manuel avec quelqu'un que vous deviez rencontrer. Et il m'explique que pendant le meeting, Manuel a regardé la personne droit dans les yeux et lui a dit « ta gueule, tu fermes ta gueule ». Je vérifie donc cette information auprès de Manuel qui me dit « jamais de la vie, ce n'est pas arrivé ». Ça aurait pu, hein, attention, je ne me dédouane pas. Ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas arrivé. Je suis capable. Et ce truc-là, tu le fais hyper souvent. D'exagérer le truc? Ouais. Non, parce que dans sa tête, ça s'est passé comme ça. Dans ta tête, ça s'est passé. En fait, je pense que les yeux de Romain, c'est Hollywood. C'est-à-dire, ils prennent l'information, il y a un filtre ils Netflix. l'enrichissent, ils mettent des effets spéciaux. Alors c'est vrai, mais ça c'est... Alors oui, c'est vrai. Et ça fait un souvenir qui est un peu différent de la scène réelle. C'est vrai. Voilà. Mais c'est très dangereux. Et j'ai compris très vite que c'était trop dangereux si je voulais un jour occuper une place un peu plus importante avec des responsabilités différentes. Donc c'est vrai, parce que tu as ce truc-là où tu as envie de raconter des trucs, etc. Mais sur le côté... je sais pas si... Vous m'avez qualifié à un moment où je suis égocentrique? Non, c'est pas ça. Ok. Non, c'est pas ça. Parce que j'ai vraiment pas l'impression de l'être pour le coup. Là, on faisait une petite aparté pour revenir sur cet aspect différence entre la réalité et ce que tu crois être et ce que tu crois avoir vu, avoir fait, etc. Mais c'est ça qui peut être problématique, mais on l'a tous. À des degrés différents. Parce que après, on peut aussi quand même reconnaître que la vie, elle polie un peu ton ego. Tu vois, c'est avec le temps, tu apprends à dompter cette espèce de considération ou cette vision de toi-même et à assagir tout ça, à te dire ça c'est pas très important, l'avis que lui a sur cette situation, finalement qu'est-ce que ça va changer, ça voilà. Et à partir du moment où tu es beaucoup plus assagi dans la relation que tu entretiens avec ton ego, qui est quand même celui que tu trimbales avec toi tout le temps, toute la journée, tous les matins dans le miroir, voilà, et bien tout va beaucoup mieux. Mais je crois que c'est une question de temps. Moi, je sais qu'à 18 ans, j'étais un connard. Hein. J'étais persuadé d'être un être humain exceptionnel dans tous ses aspects. Bon, j'ai appris que j'avais des défauts et que même dans mon métier, même dans ce que j'aime faire profondément, il y a des trucs à améliorer, il y a des trucs que je suis pas capable de faire. Mais à 18 ans, j'avais aucune conscience de ça. Mais je pense que tu commences à prendre conscience et à prendre un petit peu de recul par rapport à ton ego en grandissant et en allant à l'extrême de cet ego-là. Mais moi, je suis quand même fier d'avoir eu un ego surdimensionné au tout début, parce que c'est ce qui m'a permis d'essayer de m'enfermer dans mon truc, d'être persuadé que j'allais... Mais vraiment, j'ai regardé des profs, des proches, etc., qui me disaient que YouTube, ça marchera jamais, que j'étais complètement con, etc. Et j'étais tellement un connard en les regardant, en leur disant « Mais ferme ta gueule, t'y comprends rien, moi je suis le meilleur, moi je suis le meilleur. » Voilà, moi je le disais pour le coup, et je le pensais vraiment, j'étais vraiment un connard. Enfin, vous pouvez parler à des gens qui m'ont côtoyé quand j'avais 16-17 ans, que je croisais juste dans la cour de récréation. Oui, ça s'appelait toujours la cour de récréation. Ah putain, ça me fait vieillir d'un coup, là, je me dis quoi, c'était il y a 10 ans. Vraiment, je suis super content d'avoir assumé ce côté-là, parce que c'est ce qui m'a permis de franchir les premières barrières, parce que sinon tu t'enfermes avec tes parents qui te persuadent d'une chose et t'arrives pas à avancer. J'irais même plus loin que ça. Cet ego-là où tu considérais que t'étais un créateur qui mérite. Ah, mais j'étais le meilleur, mec. Et en même temps un businessman, etc. Ça t'a permis d'aller chez Xbox, etc., des marques que tu vénérais, en croyant que t'étais chez toi. Ah, mais attendez, excusez-moi, on reprend. Chez lui, partout, le gars. Il avait son t-shirt Tech News et Test. Ben oui, mais il était chez lui, partout. Mais il y a pas si longtemps. C'est il y a 5 ans quand j'ai rencontré Manuel. Ouais. Je suis un youtubeur. Je suis dans mon truc, dans mon coin. Manuel a monté une agence qui travaille dans le monde entier, qui existe depuis 20 ans. Je lui envoie un message Facebook.
Mais qui a un ego surdimensionné pour se dire, bah, il va me répondre, ce connard. Tu l'as pas fait en te disant. Ce connard. Il va me répondre. Tu l'as pas fait en te disant, c'est un truc de fou. Ah non, je me suis dit, bah, c'est normal. Bah, attends, je suis youtubeur, moi j'ai des abonnés, lui il en a pas. Il y connaît rien YouTube, bah, on fonce. Et s'il t'avait pas répondu, t'aurais pas compris. Ah, ben, bien sûr. D'ailleurs, Xavier Niel m'a toujours pas répondu. Je ne comprends pas. Il aurait même dit, c'est un connard. C'est un connard. Ta gueule. Il t'aurait envoyé un message en disant, je pense que vous avez oublié de répondre à mon message. C'est le message que tout le monde adore. Sauf erreur de ma part. Je n'ai pas reçu de réponse. Vérifiez votre boîte de spam. La meilleure réponse, c'est celle que tu m'as apprise, c'est « Je suis vraiment navré, je crois avoir loupé votre retour par email. Je vous ai pas répondu depuis. J'espère que vous allez bien. » Comme si t'avais loupé son retour. Pour le coup, je pense que c'est plus difficile de faire naître un ego qui s'exprime que de tempérer un ego qui est présent. Ah oui, oui. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que cet ego-là, il était bon à cette période, mais aujourd'hui, il était bon ça pour me ce que tue. t'as choisi comme voie. Oui, ça dépend. Puis ça dépend de ta personnalité aussi. Il y a des métiers dans lesquels avoir de l'ego, c'est un vrai problème. Hein. C'est un handicap complet. Ouais. Mais par exemple, cuisinier. Quand tu commences dans les écoles, comment ça s'appelle, pardon, il y a un nom spécifique pour devenir cuisinier et tous les métiers qui ont un rapport avec... Bref, ok, d'accord, génial. Ça s'appelle... Mais non, mais mec, c'est... Le centre de formation des cuisiniers. Bref, non mais par exemple, c'est un métier où tu dois vraiment gravir les échelons, en prendre pour ton grade, considérer que t'es une sous-merde, avancer pour un jour réussir... Dans tous les métiers où il y a ce qu'on appelle un esprit de corps, c'est valable dans l'armée, c'est valable à plein d'endroits. Oui, t'arrives pas dans l'armée à 16 ans en disant « Eh oh, ferme ta gueule, attends, je suis le meilleur. ferme ta gueule, je vais t'expliquer. » Tu finis, mec. J'aurais bien aimé voir Romain dans l'armée. Oh, jamais de la vie, putain. T'imagines, le mec, il arrive, il dit « Je suis CM du compte officiel TikTok de l'armée de terre. » Alors écoute-moi bien. T'as combien d'abonnés, toi? Ton FAMAS. Tu vois où tu peux te le mettre? Vous êtes con, putain. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité, c'est vrai qu'il faut le rappeler, ça dépend des domaines. Complètement. Oui, mais ça dépend de ta personnalité. Toi, c'était extrêmement naturel. T'as pas dû te mettre un coup de pied au cul pour être comme ça. C'était toi. Mais du coup, c'est vrai, c'est plus difficile à faire naître. C'est vite artificiel. Si tu le fais assez tôt, je suis pas trop d'accord. Moi, je crois que c'est pas ma personnalité de base, hein, d'avoir cet ego, cette personnalité-là. Je me suis construit ce truc parce qu'il fallait que je m'en sorte et ça a commencé dans la cour d'école où j'étais... C'est un mécanisme de défense pour toi. Ouais, c'est totalement un mécanisme de défense parce que je changeais d'école à peu près tous les ans. Donc à chaque fois, je me retrouvais dans une cour de récré où je connaissais absolument personne. J'étais le petit nouveau, je venais d'une autre ville, etc. Et j'étais très, très isolé au début et j'ai pas une personnalité qui est très avenante, qui va forcément vers les autres, etc. Je suis un peu solitaire. Je suis un peu solitaire et je me suis construit cette personnalité-là parce que c'était mon moyen de survivre en fait. Donc, je pense que ça se crée quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as décidé de la construire et tu as trouvé ce mécanisme pour exister. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu et qui t'a dit « Bon, toi, t'as pas d'ego. Pour réussir, il faut que t'en aies un. Donc alors, assieds-toi, je vais t'expliquer comment ça marche. À partir de maintenant, tu vas essayer d'avoir un peu de considération pour toi-même. Et puis, ça va aller mieux. » Ça, quand c'est à ce point artificiel, c'est comme quand tu nommes quelqu'un... à une fonction de management alors qu'il en a pas du tout envie. Ah oui. Et qu'il a pas les... Tu vois, il faut un peu d'ego dans une fonction de management, mais pas trop, parce que sinon tu empêches l'équipe d'exister. Ouais. Et d'un autre côté, si t'as pas confiance en ce que tu leur dis... Il y a ça, et si surtout tu n'as pas assez d'ego pour t'imposer face à un client ou face à des paramètres extérieurs ou même d'autres équipes dans la même boîte où il faut protéger la tienne, etc., etc., ça marche pas non plus. Donc, en fait, c'est très difficile de l'apporter à quelqu'un. C'est ça ce que je voulais dire. Peu importe la raison pour laquelle tu te reconnectes à ton ego et comment tu l'utilises, à partir du moment où c'est un mécanisme que tu as mis en œuvre toi, ça devient gérable. Mais c'est pas un truc. L'ego n'est pas un organe qui se greffe facilement. Non, mais en revanche, je crois que ça se muscle. Et je sais que moi, je l'ai renforcé en inversant la tendance. J'avais très peu confiance en moi. J'ai feint une confiance énorme qui fait qu'à mes 18 ans, j'étais peut-être un petit con. Mais maintenant, ça a créé un mix que j'aime bien. Toujours un petit con. Mais... J'ai pas le syndrome de l'imposteur. J'ai conscience de mes forces, de mes qualités, mais j'ai aussi conscience de mes faiblesses. Et
Manuel. Léo, il est persuadé de pouvoir apprendre des trucs à Mbappé. Hein. Sur le foot, pas trop. Mais sur la tech, Kylian, si tu nous écoutes, je peux t'apprendre 2-3 trucs. Mais dans une façon complètement inversée de développer son ego, Manuel, pour moi, t'es le mec le moins égocentrique que j'ai rencontré. Et pourtant... Égotique, tu veux dire. Égotique ? C'est qu'il y a de l'ego. Ah. Par contre, t'es gothique, les gens le voient pas là, mais t'as tenu, ça me pique les yeux. Il est con. Toi, tu pars du principe que moins tu parles, plus t'écoutes, plus t'es discret, plus on se pose la question à la fin de la soirée de c'était qui ce type au fond de la pièce là, habillé comme un mec normal, mais on sait pas vraiment qui c'est. Je crois qu'il a parlé à 2 personnes dans la soirée. On pourrait penser, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on est avec toi dans une pièce, quand même un truc où on se dit bon, ok, Manuel est là. On pourrait se dire que t'as obtenu ce titre en ayant de l'ego, et pour autant, j'ai l'impression que t'obtiens ce statut malgré toi parce que t'adoptes pas du tout des mécanismes classiques. Je sais pas comment expliquer ça. Je crois savoir pourquoi. Donc je vais pas te laisser répondre. Je n'ai qu'à observer. J'ai l'impression d'être à un match de tennis. Je vais pas te laisser répondre, Manuel. Alors. Parce que je crois que tu obtiens un ego maîtrisé quand tu sais pourquoi t'en servir. Qu'est-ce que ton ego va te permettre de faire? Et je sais que Manuel, ça l'intéresse pas d'être ultra populaire, d'être le mec populaire dans une soirée, sur un réseau, dans un dîner, etc. Il s'en fout. En revanche, ce qui l'intéresse, c'est de parler aux gens avec qui il peut faire du business, qui peuvent le faire avancer dans ses objectifs, dans sa boîte, etc. Donc je pense qu'il a aucune envie de se montrer à la population, de se montrer sur Twitter, etc. Ça l'intéresse pas du tout. En revanche, avoir un small talk avec quelqu'un qui peut l'aider à accomplir une tâche, ça tu vas beaucoup plus le faire. Donc c'est pas la personne qu'on repère dans une soirée, Manuel. Pas du tout. Moi, on me repère et plus je suis heureux. Mais ce qui est fou, c'est que parfois, Manuel, il commence un call en donnant des chiffres sur ce qu'est l'activité, la localisation, l'importance de l'activité. Et parfois, mais 5 minutes après, il dit « Oh non, moi je suis stagiaire ». Et il écoute juste le call. Genre, c'est dingue de se dire que, en fait... Alors, dans un autre call, hein, sinon les gens me prennent pour un fou. Je suis les deux. Je suis les deux. Non, mais c'est ça, en fait. Tu comprends le fait que avec certaines personnes, c'est intéressant parce qu'ils vont capter ce que tu vas leur raconter et ça aura une valeur que d'apporter ces chiffres-là et les contours un peu de ton activité. À d'autres, ça n'apportera strictement rien et Manuel, toi, t'adoptes jamais la même façon de parler ou de te présenter ou de t'adresser aux gens. En fait, je m'adapte aux gens qui sont en face de moi et j'essaye je suis d'accord avec ce que disait Léo. En fait, j'essaye d'utiliser les trois pauvres instruments que j'ai dans ma caisse à outils pour bricoler un truc. Et donc, les gens dont je me méfie le plus, par exemple, c'est les gens qui ont besoin de beaucoup de paraître. Ouais. Donc, les gens qui vont être flattés de discuter avec le fondateur ou le président de l'agence ou je sais pas quoi, eux, je vais démarrer le meeting en donnant mon prénom, même pas mon nom. Je vais pas donner de fonction. Tu dis Étienne d'ailleurs. Ou Jean-Jacques. J'aime beaucoup. Pas du tout en fait. Mais et je vais beaucoup écouter et voir comment cette personne va se comporter parce que je pense que quand tu te comportes pas bien avec des nobody, ça dit des choses de toi. Et si tu commences à te comporter très très bien parce que le mec en face de toi, le bon job title voilà, ça paraît tout de suite intéressé. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens se comportent quand ils sont un peu aveugles, quand ils savent pas trop. Puis en plus, la majorité des gens qui viennent à un meeting n'ont pas préparé ce meeting. Parce que quand c'est dans un call, il y a mon email. Si tu mets mon email dans Google ou si tu mets mon nom... Après, ton email, c'est quand même dieu@imakinaï.fr. Il est con. Non, mais c'est vrai que parfois, on le remarque, quand Manuel, t'es dans un call, les gens vont pas se comporter de la même manière que quand t'y es pas. Bah ça, je sais pas. C'est-à-dire qu'ils viennent en gothique. Je ne suis pas dans les calls où je ne suis pas par définition. C'est vrai. Il a créé une fausse adresse mail. Non, mais c'est ce qui, je trouve, est compliqué, c'est d'avoir justement la justesse. C'est ce qu'on a d'ailleurs pas, enfin en tout cas pour moi. Oui, pour toi, oui. Non, mais je trouve que plus tu prends en maturité, et ça peut venir à n'importe quel âge, parce qu'on a rencontré des gens à 60 ans,
qui sont immatures complets, qui ont un ego démesuré, qui ont besoin d'avoir 3 secrétaires et d'envoyer bouler la secrétaire. Dans un tournage, il est là, il t'appelle la secrétaire pour avoir des infos sur un truc. Tu te dis, mais putain, le mec, il utilise pas Google. Tu te dis... Moi, je trouve ça insensé. C'est incroyable de se dire que à n'importe quel âge, tu peux en fait développer cet aspect négatif et le garder en fait. C'est pas une question d'âge. Tu peux être... Kylian Mbappé. Pardon ? Moi, tu me parles pas d'âge. C'est une citation de Kylian Mbappé. D'accord. J'avais pas la citation, désolé. Donc je pense que tu peux être très sage et dans une relation assez établie avec ton ego assez tôt dans ta vie, ça dépend de ce que tu as vécu, et tu peux être encore un gamin très égotique, avec un management terrible, une relation aux autres complètement pourrie à la fin de ta carrière. Mais ça dépend de ton éducation aussi. Si jamais personne t'a remis en place quand tu montrais un petit peu trop d'ego et d'aisance, il n'y a pas de raison que tu le fasses par toi-même. Je pense qu'à un moment, je sais pas, hein, mais quand tu vois la façon dont des grands CEO et autres peuvent se comporter avec leurs équipes, ne serait-ce que la petite intervention que j'ai eu la chance d'avoir avec Luca Di Meo, qui aujourd'hui est CEO du groupe Renault, quand il te dit qu'il descend au moins 2 dans l'atelier pour parfois parler aux mécaniciens parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ce problème lui coûte autant d'argent à l'année et que ça pourrait aider toute la team qu'on le fasse différemment, tu te dis, en fait, la réalité c'est ça, c'est le côté agile. C'est pas le côté alors vu que je suis là-haut, il faut que je parle à 10 personnes avant que celui qui soit au moins 2 ait mes nouvelles. Exactement. Et je trouve que dans certaines industries, ça fait la différence. Pour moi, ça fait la différence chez les grands créateurs, chez les créateurs de mode. Il y a ceux qui savent faire du dessin technique, qui vont discuter avec la première d'atelier, avec les équipes qui font le vêtement. Et puis, t'as les créatifs qui se réveillent un beau matin en disant « Cette saison, c'est bleu ». Voilà. Et puis, ils te font des trucs bizarres, machin, et puis après, démerde-toi. Et s'il n'y a pas tout un tas d'équipes qui vont interpréter dégrossir ce que le demi-dieu a imaginé un matin, il se passe pas grand-chose, en fait. Il y a pas grand-chose à montrer au défilé. Mais les deux peuvent marcher. C'est ça qui est. Il y en a un qui marche durablement et l'autre pas. Ah, ok, c'est ça parce que l'autre peut marcher un certain temps. Mais à partir sur le long terme, il y a que le travail qui paye. Il faut bien dire ça aux gens. Donc un Donald Trump, ça peut payer, mais sur le court terme. Exactement. Mais de la même façon que... C'est le parfait exemple. Alors, il y a quelqu'un qui a réussi avec un ego. Ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles de politique ou du reste de son business... Dans les deux, c'est l'ego qui l'a aidé. Enfin, je veux dire, le nombre de trucs qu'il l'a plébiscité en disant « moi, je suis le meilleur », machin, c'est quand même... C'est caractéristique de son image publique. Ouais, c'est un sujet complexe. Okay. Je crois que ça, c'est assez différent. Parce qu'en fait, on parlait de maîtriser son ego pour que dans certains calls, tu fasses une démonstration d'ego trip et dans d'autres, tu dis que t'es le stagiaire. Je pense qu'à ce moment-là, c'est plus l'ego, c'est un outil de communication. Donald Trump, il s'en est servi comme d'un outil de communication de son ego. C'est-à-dire que c'est ce qui lui a permis d'accéder à la présidence. C'est qu'à chaque fois qu'il disait une connerie, les médias étaient obligés de le montrer parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. C'était à chaque fois une connerie de plus en plus grosse. Mais du coup, il a eu une présence médiatique qui était gigantesque. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Obama. Hein. Ouais. Obama qui arrive à être cool et à te faire un drop de micro. Ou Obama qui... quand c'est chaud et quand il y a des négociations internationales, sait représenter les États-Unis, être ferme, etc. Qui en même temps est le mec tu trouves pas étonnant qu'il soit assis à un match de NBA et qu'il check un joueur, et qui est le mec qui a reconduit je ne sais combien de millions de Mexicains à la frontière et dont personne ne trouve ça choquant. C'est vrai. C'est une faculté à s'adapter assez incroyable. C'est quelqu'un qui maîtrise très, très bien son ego et qui sait l'utiliser comme il faut. Si ça vous intéresse, j'ai lu un résumé de livre. Ah, voilà, on t'écoute. J'ai pas lu le livre parce que j'ai eu conscience du sujet que cet après-midi, donc j'ai lu un résumé. Déjà, c'était cet après-midi, c'était pas 10 minutes avant le podcast. C'était cet après-midi. Non, mais il va me reprocher d'avoir écrit des trucs, lui, c'est fou. T'as fait quoi, toi ? Moi ? Ouais. Alors, donc, j'ai lu un résumé de Ego is the Enemy de Ryan Holiday. Je sais pas si tu connais Manuel. Non. Je sais pas si tu connais Romain. Non. Je le savais. Alors, conseil numéro 1. Pour rester humble, considérez-vous comme un éternel étudiant de la vie, cherchez toujours à apprendre.
Et une fois que vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de vérifier que vous l'avez compris, c'est d'essayer de l'enseigner à quelqu'un. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu notre podcast sur le mentoring. C'est dangereux quand même d'enseigner quelque chose à quelqu'un pour vérifier qu'on l'ait compris. Tu peux mettre dans les mains quelque chose que tu n'as du coup pas vraiment compris. Ouais, mais c'est pas faux. Oui, et il faut avoir l'humilité de dire ah ben là je dis de la merde, attends, bouge pas, je suis plus du tout sûr de moi. On ajuste en fait. Mais par contre, quand tu discutes avec des profs, ils te disent qu'il faut arriver à un certain niveau de maîtrise pour enseigner même à des enfants ou des ados ou des jeunes adultes, parce qu'il y a des tonnes de questions que tu vois pas venir. Ouais. Et si t'es pas prêt, si tu maîtrises pas vraiment ton truc à fond, c'est vrai. Et ben tu t'arrives tous les matins avec l'angoisse de la question qui va te tuer. Ouais. Et si t'as beaucoup d'ego, bah ça t'angoisse. Si t'as un peu moins d'ego, tu dis bah je sais pas et je vous dirai au prochain cours parce que je vais vérifier et là je suis pas sûr de moi. Mais il y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Mais ça demande une certaine maîtrise que de vouloir transmettre à d'autres parce que du coup tu t'exposes à de l'inattendu. C'est vrai. En fait l'exercice c'est surtout pour expliquer quelque chose pleinement, un concept à quelqu'un, il faut l'avoir compris à 100%. Parce que si tu l'as pas vraiment compris, t'as l'impression d'avoir saisi toutes les données, et quand t'es en train de l'expliquer, tu cherches un peu tes mots et t'es pas sûr de ce que tu racontes. Donc pour pouvoir l'enseigner à quelqu'un, il faut l'avoir compris à 100%. J'ai l'impression qu'on parle de toutes les discussions des crypto-monnaies le midi quand tu vas déjeuner à une brasserie et que t'entends des mecs essayer de s'expliquer la crypto. Voilà. Dès lors que t'entends la question, mais du coup la blockchain c'est quoi ? Elle est bonne ta blanquette. Voilà, parce qu'il a su te dire qu'il fallait acheter du bitcoin, mais c'est tout. Et c'est quoi un token ? Conseil numéro 2, déléguer pour apprendre à faire confiance aux autres. Le fait de considérer que vous seul pouvez faire certaines tâches a 2 effets néfastes. Premièrement, ça alimente votre ego. Et deuxièmement, vous ratez une occasion d'établir une relation de confiance avec les personnes avec qui vous travaillez. Déléguer nous apprend à respecter le travail des autres et non plus uniquement le sien, ce qui devrait mettre un petit coup à l'ego. Et pour le coup, on pourrait même remonter un cran avant, qui est recruter. Ouais. Oui, avant de déléguer, recruter. Ouais. Parce que recruter, c'est reconnaître que t'es pas bon dans un truc et que tu as besoin de quelqu'un pour fixer ça. Ouais. Mais ça part enfin, si tu recrutes que pour des questions de workload, ça n'aide pas à soigner ton ego. Ça, c'est juste de la quantité. Donc, il y a de la quantité, il faut plus de gens parce qu'il faut faire face à la quantité. Par contre, sur des questions de compétences, ça soigne bien l'ego, en fait. Et les gens qui essayent de recruter des gens qui sont moins bien qu'eux ou moins bons qu'eux en pensant qu'ils vont les façonner, qu'ils vont essayer... D'ailleurs, en général, ils essayent de faire des clones d'eux-mêmes. Voilà, pour moi, c'est le pire. Et ça, c'est de vouloir recruter quelqu'un qui te ressemble. C'est l'erreur que j'ai fait pendant 10 ans. Voilà. Set up to fail. Pendant 10 ans, j'ai cherché quelqu'un qui faisait la même chose que moi. Pour que je puisse faire quelque chose. Bah là, il faut dire à tes parents de faire d'autres enfants. Voilà. D'accord, on n'est pas sûr. Mais ça, je l'ai compris, mais au bout de 10 ans. Donc, si ça peut vous faire gagner du temps, voilà. Dès qu'une personne vous ressemble, en général, c'est pas celle qu'il faut recruter. Alors, moi, j'ai un exemple récent. Ça fait 10 ans que je monte mes vidéos en me disant que... Tu m'as fait peur. Que quoi ? Non, rien, vas-y, continue. Ça fait 10 ans que je monte mes vidéos en me disant que personne ne pourrait le faire parce que... le nombre de fois où il me l'a dit, ça. Je perdrais mon rythme qui est si spécial et c'est pas totalement faux. Ma tâche, mes vidéos ne seraient plus les mêmes. Mais l'artiste. C'est pas dans le sens où ce serait moins bien, mais ce serait pas pareil. Ah, ça c'est parce que... Oui, mais pour toi, c'est moins bien. J'ai recruté un monteur, personne ne l'a remarqué. Oui, voilà. Il me l'a dit au bout de 3 vidéos. Je dis, comment ça, t'es un monteur ? Bah oui, ça fait 3 vidéos. Tu te fous de ma gueule. Je dis, non, t'es vraiment un connard, mec. Ça fait des années que je te dis qu'on verrait pas la différence, on la voit pas la différence. Alors, et je pense que c'est le pire, du coup, à entendre. Ah non, moi, ça me soulage de fou. Moi, ça me soulage de fou, parce que ça fait longtemps que je veux pouvoir faire ça. Mais c'est pas tellement parce que je considérais que j'étais le meilleur monteur, mais juste, t'as peur quand même parce que c'est un peu ton bébé et quand t'as travaillé sur un truc, t'as envie qu'il soit bien fait. Donc c'est super flippant de déléguer un travail. Mais du coup, c'est un compliment ou pas, le fait de te dire on voit pas la différence? Bah moi je suis très content parce que je m'en fous, je suis pas monteur de métier, genre c'est pas un gros kiff, c'est pas une des compétences que je privilégie. Le jour où je recrute un écrivain j'ai pas rebondi sur ta vanne, hein. Le jour où je recrute un écrivain qui écrit ma vidéo et personne ne voit la différence, là je serais touché dans mon ego. Là ça me ferait chier parce que c'est plus ma compétence. Le montage pas tellement, mais du coup sauter le pas, moi ça s'est bien passé. Vous voulez le 3e conseil ? Allez. 3e et dernier conseil, servez-vous de vos résultats. L'auteur explique que notre ego est un peu marseillais sur les bords, un petit peu comme Romain ici présent. Il a cette tendance à tout exagérer. Moi je ne vois pas de quoi tu parles en même temps. À la fois le bon et le mauvais accent. Quand vous ratez un travail, votre ego vous dira que c'est pas de votre faute. Il va blâmer tous les éléments extérieurs possibles pour vous convaincre
pour vous convaincre que vous n'y êtes pour rien. À l'inverse, quand vous faites du bon travail, votre ego vous dira que chaque étape de cette petite réussite a été confectionnée par vos soins, quitte à oublier les autres mains qui ont œuvré à cette réussite. Mon monteur, la bise. Ce que recommande Ryan Holiday, l'auteur, c'est de ne pas vous attarder ni sur l'un ni sur l'autre. Après une réussite, félicitez vos équipes et retournez au travail. Après une défaite, prenez-en la responsabilité, comprenez vos erreurs et retournez au travail. Prenez les résultats comme ce qu'ils sont, une opportunité de réflexion objective sur votre travail, rien de plus. Parfait. Et d'ailleurs, d'accord, vraiment, chacun de ces mots est totalement juste. On peut recommander ce livre alors. Certainement, je l'ai pas lu, donc j'ai du mal à recommander des trucs que je l'ai pas lu, mais le résumé a l'air bien. Si le reste du livre est à la hauteur du résumé, il est recommandable. Faut quand même parler du titre qui est Ego is the enemy. Je crois que c'est pas vrai comme on le disait dans l'introduction, il faut quand même un petit peu nuancer ça, c'est juste qu'il lui fallait un titre pour son livre. Je crois pas que ce soit l'ennemi parce que comme on le disait, si vous n'avez pas d'ego, vous êtes un légume et vous pouvez pas, c'est quand même ce qui nous fait tenir de bon l'ego. En revanche, ce qu'il dit en conclusion, c'est que restreindre votre ego, c'est réduire le stress et la frustration générés par vos échecs et surtout empêcher le succès de vous transformer en diva. C'est vrai. C'est ce qui fait que un Eminem aujourd'hui arrive au Super Bowl avec le même suite qu'il y a 10 ans, la même chaîne. Il pose son truc. Il y a à côté Snoop Dogg et Dr. Dre, et pour autant dans les médias, on voit qu'Eminem. C'est incroyable. C'est un point de vue. Et en l'occurrence, je pense que c'est marketé, Romain. Oui, mais le marketing est bon. Ah voilà, mais ça c'est autre chose. On retient plus le mec qui arrive en sweat noir que Snoop Dogg qui arrivait, je sais plus, en bleu. Là, tu t'avances dans un truc, je crois qu'il n'était pas non plus en Gucci. Hein. Comment ? Je suis pas sûr Snoop Dogg, je l'ai pas trouvé non plus trop. Oh, c'était Snoop Dogg. C'est pas grave, mais c'est juste que tu lui ressembles un peu à Snoop Dogg d'ailleurs, Manuel. Ouais, à fond. Faut arrêter, hein, quand tu es artiste, et surtout de ce rang-là, t'as besoin d'un énorme ego en fait. Hein. Sinon, tu peux pas en arriver là. Et le cas de Bill Gates alors C'est compliqué quand même le cas de Bill Gates. Pourquoi ? Parce que je trouve. On dirait qu'il a aucun ego de manière publique. On le voit comme un. Je sais pas. Demande aux gens qui ont travaillé avec lui. Je pense qu'ils seraient pas d'accord avec ce statement. Il a l'air comme ça, un peu le fils à sa maman qu'on a eu du mal à marier, etc. Mais non. En interne, il était, de ce que j'en sais, et de gens qui ont travaillé avec lui, pas très égotique, mais très exigeant. Et suffisamment égotique pour considérer que quand c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait faire, pas autre chose. Après, il l'était moins que Steve, parce qu'il a laissé des échecs avoir lieu, comme le Windows Phone et d'autres, sachant que il y croyait déjà pas trop à la base, mais il était plus vraiment dans une position où il avait envie de se batailler avec ça. Enfin, c'est le même mec qui a dit que Internet marcherait pas et qu'il fallait un Internet privé où tout le contenu serait sélectionné et qu'on allait appeler ça Internet Explorer. Donc, Bon, on est rassuré du coup de ce qu'il a dit sur les crypto-monnaies. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit J'ai plus la phrase exacte, mais que c'était pas quelque chose de très fiable. Non, mais il faut se mettre alors, c'est quand même le comble, c'est moi qui défends Bill Gates. Il faut se mettre à la place de ces mecs. C'est-à-dire que t'as toujours un journaliste qui vient te demander ton avis sur un truc. Sur des trucs. Et t'es là, tu dis, mais à un moment, c'est pas des voyantes, hein, les mecs. Hein, c'est. Alors là, ils sont harcelés de questions. Ils sont dans des positions où c'est difficile de dire je ne sais pas ou j'ai pas d'avis. Et en même temps, ça serait certainement la meilleure réponse que de dire j'ai pas assez travaillé sur ce sujet pour vous donner un avis construit, donc repassez quand j'aurai travaillé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il commence à faire un peu. Moi, je le trouve, c'est dans le reportage sur sa fondation qui est sur Netflix, je crois. Ouais. Je le trouve très attendrissant. Alors que pour m'attendrir sur Bill Gates, il faut quand même y aller. Mais je le trouve très attendrissant. Le Bill Gates d'aujourd'hui est vachement plus fréquentable que le Bill Gates d'il y a 20 ou 30 ans, qui vole le dos et qui fait des tonnes de trucs pas jolis. Quoi. Et l'ego de Jeff Bezos. Ah, magnifique, il fait démonter un pont pour faire passer son yacht. T'as vu ça ? C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Alors qu'il y a de ça même pas 2 ans, je crois, c'était la ville qui avait dit que plus jamais il démonterait le pont. Et c'est aux frais des habitants, évidemment. Ça fait partie de. Alors, utilises. On va être prudent. J'ai pas suivi toute la story. J'ai lu un article qui disait qu'effectivement, faut expliquer pour ceux qui savent pas.
Donc il se fait construire un yacht qui, je crois, Le plus grand du monde. est construit aux Pays-Bas, il me semble. Et donc c'est un truc énorme, etc. Sauf qu'à la fin, ils se rendent compte que il passe pas le pont pour rejoindre la mer et être livré à son client. Et la solution de Jeff Bezos, c'est de dire on n'a qu'à démonter le pont. Bah oui, tout problème, c'est solution. Et en fait, tu te rends compte que les processus créatifs les plus fous sont ceux qui sont capables de détruire ce genre de contraintes aussi simplement. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, avoir certainement beaucoup d'ego et ne pas s'encombrer de tout un tas de choses pour envisager ce genre d'innovation, de type il nous reste des disques durs en stock, on ne sait pas quoi en faire. Ah tiens, on n'en ferait pas des lecteurs MP3 puis ça ne deviendrait pas des iPods. Voilà. Il faut être un peu fou et se dire on fout un écran sur un disque dur et puis c'est un nouveau device. C'est incroyable. Et donc il faut de ça, mais en même temps à un certain moment c'est trop, quoi, si tu veux. Mais s'il veut démonter et remonter le pont, c'est vraiment de l'ego. Merci Bien, les gars, en tout cas, c'était trop cool. J'ai adoré moi ce sujet. Voilà, j'attends d'avoir les retours des gens sur le hashtag takeout comme d'habitude. Il adore tous les sujets. Non, mais je crois qu'il adore particulièrement parce que c'est lui qui l'a trouvé. Ah non, même pas. Je n'ai pas cet ego-là. Ah ouais ? Non. Ok. Salut. La bise. Bye bye. Si vous n'aimez pas encore, vous finirez par le faire. C'est plus fort que vous.